Alors c'est vrai que depuis 3 ans, les actions et les obligations globalement évoluent dans le même sens. Résultat, les investisseurs sont en quête, et c'est normal, de bonne diversification, de décorrélation. Et donc recherche des actifs dont les cours évoluent voilà, indépendamment de ce qui se passe en bourse, actions et obligations. Bonjour Wilfried. Bonjour, bonjour David. Wilfried Galland, directeur adjoint chez Montpensier Arbevel. Cette nécessité de diversifier son portefeuille, ce n'est pas nouveau, mais est-ce que la question se pose différemment depuis, on va dire, 2023, où les actions et les obligations évoluent un peu main dans la main, de concert et dans le même sens? Je dirais que c'est même depuis 2022, c'est-à-dire que historiquement, effectivement, on avait le fameux portefeuille 60-40, 60% actions, 40% obligations, qui permettait d'avoir une espèce de fonctionnement un peu équilibré dans des marchés, les actions et les obligations évoluant dans le sens inverse. Et en 2022, et en 22, ensemble. En 22, on a eu le crack obligataire d'un côté, le crack action de l'autre. Ouais. Pourquoi? Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu dans un environnement fortement inflationniste avec des taux qui remontent très fortement. Ouais. Donc on voit dans l'histoire, quand on est dans un environnement déflationniste, il n'y a pas de problème. On est dans un environnement où les obligations sont plutôt en train de monter parce que vous recherchez justement du rendement fixe, alors que les actions, ça ne va pas du tout parce que justement vous cherchez de la dynamique. Et donc ça vous permet d'avoir une décorrélation. Dès lors que vous êtes dans un environnement inflationniste, on le voit dans l'histoire, dans un environnement inflationniste et fortement inflationniste avec une remontée des taux, alors vous n'avez plus cette décorrélation, donc vous devez chercher autre chose. Un portefeuille bien diversifié, c'est quand un actif monte et l'autre monte moins, et puis l'année après, voilà, c'est pas tous ces ans le même panier, c'est ça, c'est l'adage populaire. En fait, l'objectif en gestion de portefeuille, c'est de maximiser ce qu'on appelle le couple rendement-risque. Si vous voulez juste maximiser le rendement, vous prenez ce qui rapporte le plus. En général, c'est les actions, peut-être aujourd'hui soit les actions technologiques ou peut-être les small caps, puis vous mettez 100% dedans, et si vous avez, et là c'est très important, suffisamment de temps devant vous, vous dites je vais faire beaucoup d'argent. Le problème de ça, c'est quoi le suffisamment de temps? Et est-ce que vous allez être capable de résister à la volatilité, c'est-à-dire, pour parler très clairement, parce que la volatilité à la hausse, ça ne gêne personne, à résister aux phases de baisse. Craque à la hausse. Attention, craque à la hausse. Oh là, qu'est-ce que je fais? Bon, mais à résister aux phases de baisse. Je rappelle qu'en 2008, le marché action américain a perdu 40%, le marché action mondial, il a perdu 60%. Ouais. Et en 2008, c'est important aussi de le noter, l'or baissait en même temps que tout le monde. Ouais. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est comment est-ce que, en gestion de portefeuille, on appelle ça, alors c'est un peu pédant, mais dans les bonnes émissions, c'est quand même important de le rappeler, parce que ça permet également de briller dans ces émissions et dans les dîners en ville. On appelle ça la frontière efficiente du portefeuille. Oh, il est cuisse. Magnifique, magnifique, magnifique. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière efficiente? Ça veut dire qu'effectivement, vous avez d'un côté votre rendement, de l'autre côté votre risque, et vous cherchez à avoir le rendement maximal avec le risque minimal, et donc à repousser au maximum cette frontière du rendement maximal avec un risque minimal. Le rêve. Donc, et donc vous cherchez effectivement des actifs décorrélés. Pour ça, il y a... Avant juste vite de voir quels sont, quels sont ces actifs décorrélés, juste un mot sur la corrélation aujourd'hui, la recorrélation entre actions et obligations. Elle ne va pas durer non plus éternellement. On se pose la question, ça se trouve dans 5 ans ou dans 3 ans ou dans 2 ans. En fait, tant qu'on est dans un univers où on craint encore un peu d'inflation, effectivement, on a une corrélation. Dès le moment où on est dans un univers plutôt déflationniste, et là on se dit qu'on est dans un univers où on a une inflation qui va baisser et on ne voit pas comment est-ce que ça pourrait quand même augmenter très fortement, alors effectivement, cette décorrélation classique, on retrouve un petit peu tout ça. C'est ce qu'on a l'impression qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on a un peu de stress sur les marchés, tout le monde se rapatrie vers les obligations. Ouais. On peut aussi avoir... Il y a une vraie demande, en tout cas, avant de donner l'actif décorrélé, il y a une vraie demande, Wilfried, des investisseurs pour trouver, dénicher des actifs décorrélés vraiment diversifiés. Il y a une vraie demande des investisseurs pour avoir une diversification à une époque où on se dit que il y a quand même des pans du marché actions qui sont quand même très chers. La tech. Et voilà, et on ne sait pas trop où est-ce que vont aller les taux. Et donc, miser sur une revalorisation des taux d'intérêt, c'est compliqué. C'est possible, il y a des fonds performance absolue qui se passent très bien, qui fonctionnent très bien sur la partie taux, des fonds extrêmement flexibles. Mais c'est vrai qu'être juste sur une partie obligataire sans se poser trop de questions, ça devient plus compliqué. Même les fonds à échéance aujourd'hui, les fonds à échéance sont des fonds qui sont gérés activement. Il y a une rotation à l'intérieur de ces portefeuilles, ce qui n'est pas donné à la plupart des particuliers. Et donc effectivement, il y a une recherche de ça. Alors lesquels? Parce qu'on pense à l'or, on pense aux métaux précieux, on pense au bitcoin, on pense... Alors, mon cher David, il y a un seul actif qui est décorrélé. C'est le cash. En fait, historiquement, le seul actif
Donc vous pouvez être absolument certain. C'est monétaire. Exactement, c'est le monétaire. Les Vous taux pouvez très courts. absolument qu'il est décorrélé, c'est celui-là. Alors certains pourraient parler, par exemple, du capital investissement et du private equity, mais il est décorrélé juste parce que pendant un certain temps, vous n'avez pas de prix qui est mis à jour. Donc c'est effectivement, quand vous n'avez pas la mise à jour du prix, vous dites c'est bon, c'est stable. Bon, c'est un petit peu artificiel. Donc en fait, il est également d'une certaine manière décorrélé. C'est pas la bonne décorrélation. En fait, quand on regarde dans l'histoire, dans les années 70, on a un certain Harry Browne, qui était un homme politique libertarien américain, qui avait assez peu confiance dans les décisions étatiques et qui a émis le concept d'un portefeuille qu'il appelle le portefeuille permanent et que certains reprennent aujourd'hui. Le portefeuille permanent, c'est quoi? C'est 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'or et 25% de cash. Alors certains, après, ont raffiné effectivement entre or et métaux précieux, cash à très court terme, cash, donc l'or pur. Donc si je vous donne, parce que j'ai envie de donner une liste, donc allez, l'or, actif de diversification assurément, de décorrélation. C'est un actif de diversification, mais ce n'est pas un actif de décorrélation. Quand vous voyez en 2008... Non, mais en ce moment, ça monte avec les actions. Exactement, et quand vous voyez en 2008, ça a baissé avec les actions. Après, il y a des moments effectivement, quand vous avez un stress, par exemple, extrêmement fort sur le dollar, là, vous avez mécaniquement l'or qui monte, parce que vous avez besoin d'avoir une espèce de compensation du stress dollar par quelque chose de plus rassurant. Or et métaux précieux, donc non, pas actif de décorrélation. Ça dépend quand, voilà, mais pas tout le temps. Le cash tout le temps. Le cash tout le temps. Et ça, c'est très important. Et je le rappelle parce que ça veut dire qu'il faut garder, si vous voulez limiter la volatilité d'un portefeuille, il faut avoir du cash ou du quasi-cash pour pouvoir effectivement absorber les volatilités de marché. Après, effectivement, vous avez toute la partie actifs réels, toute la partie investissement dans des terres, dans des bijoux. Là, vous avez un autre sujet qui n'est pas un sujet de décorrélation ou de recorrélation. Vous avez un sujet qu'on retrouve dans le capital investissement ou dans la dette privée, qui est un sujet de liquidité. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à votre contrepartie financière comme prime de liquidité, et en l'occurrence, lui, il vous donne une prime d'illiquidité, donc il faut que ça rapporte davantage. Mais vous ne pouvez pas récupérer votre argent facilement. Vous pouvez le récupérer, il y a des clauses, il y a des contrats, mais ce n'est pas comme des marchés qui sont liquides. Alors, derrière, effectivement, ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qui fonctionne par rapport à des cœurs de portefeuille. Souvent, les cœurs de portefeuille sont des cœurs de portefeuille actions. Donc, il faut travailler sur qu'est-ce qui est en dehors du marché action. Donc, effectivement, il y a les actifs réels, l'or, mais on l'a vu, c'est décorrélé, le cash, et puis après, il y a toute la partie à l'intérieur des marchés actions. Vous avez... donc, en dehors, il n'y a rien? En dehors, en fait... L'immobilier, mais vous avez là aussi, l'immobilier est corrélé avec l'environnement économique. Quand vous avez un environnement économique qui est déprimé, votre immobilier baisse. On l'a vu en 2022. En 2022, à un moment donné, vous avez eu un volet des taux, l'immobilier, tout s'est arrêté. Alors ça ne baisse pas immédiatement, mais vous avez d'un seul coup un marché qui se fige. Et donc vous avez, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, il faut voir effectivement l'aspect décorrélation, il faut voir aussi l'aspect liquidité. Parce que beaucoup vont vous proposer des placements mirifiques, mais des placements qui ne sont pas immédiatement liquides. On a tous en tête des arnaques qui partaient d'un bon sentiment, hein, quand vous investissez dans des manuscrits aristophiles. C'est beau, c'est effectivement valorisable, mais quand vous n'avez pas de marché en face, ça veut dire que votre prix final n'existe pas. Et donc, en dehors des actions et des obligations, il n'y a pas aujourd'hui d'actifs vraiment source de décorrélation? Non, il y a des actifs qui en fait sont à l'intérieur du marché action et à l'intérieur du marché obligataire, vont fonctionner de façon un petit peu différente. À savoir par exemple les marchés des pays émergents, à savoir quand vous avez à l'intérieur du marché action aujourd'hui, vous avez les indices marchent très bien, les indices fonctionnent à merveille, mais quand vous avez les actions par exemple des valeurs de consommation courante et consommation basique, en gros, ça ne fait rien depuis le début de l'année. Hein. Les très grandes valeurs, je vais vous citer les Coca-Cola, les McDo, des valeurs de consommation basiques. Vous n'avez pas non plus une envolée très forte. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est à l'intérieur de chaque classe d'actifs, diversifier entre les différents styles, entre les différents secteurs. Vous avez des styles plus bonnes affaires value, des styles plus où vous misez sur la croissance. Et puis effectivement,
toujours garder du cash. Une poche d'or, c'est important parce que l'or, alors je ne sais plus qui avait ce terme-là, c'est un peu l'anxiolytique de l'investisseur. Une fois que vous avez de l'or, vous dites « je vais bien dormir ». C'est vrai que lorsque vous avez une crise bilantaire, lorsque vous pensez que le système financier va s'effondrer, vous cherchez quelque chose qui est en dehors du marché financier. C'est le cas d'une certaine manière des cryptos, les cryptos actifs. J'y venais justement. On peut considérer les cryptos et le Bitcoin comme actifs de décorrélation. J'ai envie de dire non, puisque au contraire, j'ai le sentiment qu'ils sont hyper corrélés au marché boursier. Ils sont très corrélés au marché boursier. Avec un effet multiplicateur. Quand vous achetez des cryptos, vous achetez du bêta sur la partie, sur la partie mieux technologique. Dire là, c'est ça. Sur la partie technologique. Mais en contrepartie, vous avez une réserve de valeur qui est en dehors du système financier, effectivement, qui est en dehors des monnaies classiques. Alors, effectivement, aujourd'hui, la question qui va se poser, et on voit quand il y a des chocs financiers, là, le Bitcoin bouge quand même beaucoup. Aujourd'hui, vous avez un lien de plus en plus fort entre ces monnaies, ces cryptoactifs, et le système financier, via des trackers, via des produits structurés. Vous avez de plus en plus d'interconnexions. Consanguinité. Donc, il faut savoir, effectivement, qu'on a de plus en plus de volatilité. Mais inversement, si vous êtes dans un pays dont la monnaie s'effondre, alors une des solutions, il y a la solution de l'or, mais parfois il n'est pas disponible. L'autre solution, c'est la solution des cryptos et globalement de la blockchain. Donc, conclusion, si on veut ne pas mettre tous ses œufs au même panier quand on est investisseur. Diversifier les classes d'actifs, diversifier les zones géographiques et également, surtout, garder du cash dans les portefeuilles. Et de l'or. Et un peu d'or, mais surtout du cash, David. Ne l'oublions pas. Cash is king. Explication signée à Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Merci. Merci beaucoup, David.